Alors nous avions dit que toutes les théories que nous avons vues jusque-là, elles sont révolutionnaires. Et d'ailleurs, révolutionnaire, c'est un terme qui nous semble plutôt positif aujourd'hui. Regardez cette nouvelle technologie, elle est révolutionnaire. Et on pense vraiment à la révolution comme quelque chose de bon, de sain. Alors que la révolution, systématiquement, eh bien, c'est la mort de milliers de personnes. C'est un changement brutal de régime dans lequel, eh bien, beaucoup souffrent. Et on n'est jamais sûr, au final, si le régime qu'on met en place, eh bien, il est vraiment meilleur. Est-ce que l'URSS est un bien meilleur régime que le tsar? Est-ce que la République française est un meilleur régime que l'ancien régime? Est-ce que le nazisme était un meilleur régime que l'Empire allemand? Ce sont des choses qui restent à discuter. Il faut comprendre ce qu'est la révolution et en fait ce qu'elle cherche à faire. Pour ça, eh bien, nous allons réfléchir à la question de ce qu'est la révolution de manière très globale. En science, une révolution, c'est le tour complet d'un objet sur lui-même. Et de ce tour complet d'un objet sur lui-même, eh bien, en fait, il y a une force, une énergie que l'on va utiliser pour passer d'un point A à un point B dans un moteur, en fait. Le moteur utilise, eh bien, la révolution. En fait, on va mettre en tension deux forces, créer donc une différence de potentiel, c'est comme ça qu'on appelle ça en physique, et qu'avec cette différence de potentiel, eh bien, on fasse passer un courant de l'un qu'on arrive vers l'autre. C'est comme ça que fonctionne un moteur hydraulique. Justement, dans le cas d'un moulin à eau, eh bien, un moulin à eau, eh bien, c'est une roue qui tourne. On crée une différence de potentiel eh bien, entre le haut et le bas, et on fait passer de l'eau de l'un à l'autre pour justement créer de l'énergie, créer une révolution, et en fait ça permet d'activer le moteur. Et le moteur, il veut nous faire avancer quelque part. Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant que je fais des entretiens, ils disent mais vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit voilà, il y a la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à poser des questions différemment. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça ne marche pas. Parce que, vieux pays. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise,
mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Et donc, la Révolution, ce que nous dit Vincent Payon, écrit la Révolution n'est pas terminée. C'est le nom de son ouvrage. Vincent Payon, il a été ministre de l'Éducation nationale, c'est bon à savoir. Et il nous dit la Révolution n'est pas terminée. Ce que nous avons commencé en 1789, eh bien, il faut que nous continuions de l'accomplir. Et qu'est-ce qu'on a commencé? Eh bien, on a commencé la libération, machin, truc. Et il faut une religion pour la France qui soit la laïcité, qui soit pas une religion négative, hein, attention, reste bien à ta place, etc. Mais plutôt une religion positive qui s'impose à nous, qui fasse corps avec nous, etc. Et qu'on soit prêt à y sacrifier beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que la révolution n'est pas terminée? La révolution, en fait, c'est un processus. Lorsqu'on a commencé la révolution en 1789, eh bien, on a voulu régénérer l'être humain. Régénérer l'homme en établissant une société qui le fasse passer de la tyrannie, l'antique tyrannie, à enfin la liberté, l'égalité et la fraternité. Et donc il faut faire passer les gens d'un régime à un autre. Il faut abolir ce régime qui était fondé sur certains principes pour arriver à d'autres principes qui sont ceux qu'on a vus, hein, ceux de l'idéologie, l'autonomie, hein, puisque effectivement l'ancien régime était créé sur l'hétéronomie. Il faut construire cette société sur la culture d'un contrat que nous avons réfléchi mûrement et que l'on sait être bon, alors qu'avant on est fondé sur la nature, qui est fondé sur la tradition, hein. Ce régime était fondé sur la tradition, une transmission longue, hein, de choses que petit à petit on améliore, et là c'est fondé sur le progrès, hein. Et on fait la part des choses entre progrès et tradition. Et donc il y a aujourd'hui des tradis, hein, et des progressistes, des réactionnaires et des gens bien intentionnés. Et voilà, et en fait bon, tout repose un peu là-dessus, quoi. On met en tension ces deux choses, hein, cet ordre ancien et cet ordre nouveau qu'il faut arriver à créer. Et donc, en République, comme en URSS ou partout ailleurs, en totalitarisme, eh bien, on arriverait à voir poindre des révolutions nouvelles. Enfin, les femmes se sont émancipées, nanani nanana, MeToo est une révolution, la révolution de 68, la révolution de Greta Thunberg, la révolution de ceci, de cela, etc. Et à chaque fois, eh bien, on nous dit, eh bien, si vous n'êtes pas pour ce progrès, vous êtes un odieux réactionnaire. Donc voilà, et à chaque fois qu'on est contre, eh bien, on est pointé du doigt comme le méchant de l'histoire. C'est exactement ça, le processus révolutionnaire, hein. Et tous les progressistes s'en sont bien saisis, l'ont bien compris, et l'utilisent bon gré mal gré, hein. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sans s'en rendre compte, qui se disent que voilà, il faut le progrès, c'est une bonne chose, mais qui se rendent pas forcément compte de ce qu'on leur propose comme progrès, et qui, du moment qu'on leur dit que c'est un progrès, foncent. Et donc le rôle des médias là-dedans, évidemment, il est énorme, hein. Bon, sans rentrer dans le détail et la polémique. Ce qu'on pourra se donner la liberté de faire plus tard. Eh bien, voilà comment fonctionne la révolution. Et comment fonctionne alors la contre-révolution, hein? Comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Parce qu'au final, on est entraîné, hein, dans ce flot des révolutions. Et ce qui est hyper drôle, hein, de voir des gens à droite qui sont là à dire oui, non, non à la PMA, non à la GPA. Vous les retrouvez 5 ans plus tard en train de dire oh, je ne suis pas opposé. Bon. Et en fait, c'est toujours comme ça, hein. On est entraîné dans ce flot qui casse, en fait, et
Et voilà, et tous ceux qui sont attachés en fait à la société traditionnelle, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est être condamnés en fait dans un rôle de réaction juste bête, de dire ah non on n'est pas d'accord, mais de toute façon on s'en fout, ils seront pris dans cette bétonneuse là qui coule une grosse dalle de béton sur ces gens-là. Hein. Donc ils sont pris dans le rouleau compresseur de la révolution. Et voilà, ça c'est quelque chose d'important. Évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord. Donc, qu'est-ce que la contre-révolution ? Eh bien, il ne faut pas penser la contre-révolution comme une révolution contraire, où il s'agirait justement de renverser la table et de tout casser, de buter tous ceux qui ne sont pas d'accord, et justement de refaire le même processus révolutionnaire, de faire passer les gens de cette société complètement anti-chrétienne, anti-tradition, etc., donc républicaine, à une société qui soit de cet ordre-là, ou une contre-révolution qui voudrait donc rétablir ces choses qu'on avait perdues, mais de le faire de la même manière. Donc non, la révolution n'est pas une révolution contraire, mais c'est le contraire de la révolution. C'est-à-dire que on ne veut pas se battre contre, justement, ce système en utilisant les mêmes armes, en utilisant la violence, en utilisant, c'est toi le méchant, etc. Ce qu'il faut faire, c'est simplement rester, en fait, fidèlement dans la tradition de la philosophie politique qui fonde, comme avec Aristote, en fait, cette thèse énorme et qui est vraiment importante, qui est que l'homme est un animal politique. C'est dans notre nature d'être politique, c'est dans notre nature de fonder des sociétés et d'avoir des relations les uns avec les autres et de vouloir qu'elles soient bonnes. C'est dans notre nature et il faut s'accommoder les uns des autres et trouver des régimes respectueux de tous. De respecter la nature humaine telle qu'elle est et de ne pas chercher à lui imposer un cadre, de ne pas chercher à lui imposer une structure de pensée, de ne pas chercher à lui imposer des idées qui soient ça c'est le bien, etc. Mais juste de respecter les gens tels qu'ils sont finalement. En fait, la contre-révolution, c'est de s'ancrer dans ce qu'est la loi naturelle, le droit naturel. C'est primordial et nous allons voir comment, dans le prochain épisode, dans un système fondé sur la loi naturelle, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert et comment en fait on peut vivre ensemble dans un système fondé sur la loi naturelle, non pas sur l'idéologie. Donc c'est ce travail de contre-révolution que nous allons faire la prochaine fois.